Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait, parce que moi je vais vous parler de bruit. Des bruits bruts, des sons travaillés, des sons utiles. Mon métier, c'est designer sonore industriel. Mon métier, c'est de créer les sons qui vous entourent, mais en essayant d'apaiser au maximum votre environnement sonore. De donner du sens au son, tout simplement. Et pourtant, je viens d'un petit village de Normandie où, à vrai dire, le bruit n'avait pas sa place. À part, à quelques kilomètres, je pouvais entendre une autoroute, rien de plus. Et encore, seulement en fonction du sens du vent. C'est une chance, vous me direz. Et pourtant, quelques années après, je suis arrivé à Paris pour mes études et j'ai découvert la palette immense que pouvait m'offrir la machine parisienne. Mais en fait, j'ai adoré ça. Tout de suite, ça m'a fasciné. En plus, j'avais la chance d'être dans une université où on pouvait parler de musique expérimentale, de musique concrète, de musique bruitiste, acousmatique. Et j'ai découvert ça. C'est génial, non? Moi, j'ai adoré tout de suite. À vrai dire, je ne sais pas vraiment pourquoi, et je pense surtout que ma mère n'a pas compris pourquoi, parce que après 10 ans de chorale et de piano, s'intéresser à ce style de musique, ça dérangeait un petit peu. Pour l'information, c'était Walter Ruttmann en 1930. Alors tout de suite, j'ai pris une paire de micros et je suis allé à Paris, dans le centre-ville, pendant la nuit, et je suis parti à la chasse au son. Je restais assis dans l'abribus, j'essayais de capter le son des moteurs des moteurs de bus. Ensuite, j'allais dans les banques. Je devais retirer un petit peu d'argent, mais pour aller capter les engrenages à l'intérieur des distributeurs de billets. Et puis ensuite, j'allais dans le métro et j'essayais de capter tout, les ouvertures de portes, fermetures de portes, les sons d'annonces, les tourniquets, les escalators. J'avais une forme d'euphorie totale. J'adorais ça. Et puis un été, pour rembourser mon prêt étudiant ou pour m'acheter une console, je ne sais plus vraiment, mais en tout cas, j'ai fait quelques chantiers. Et là, j'ai découvert quelque chose de tout à fait différent. J'étais toujours dans l'univers du bruit, mais ça ressemblait plutôt à ça. On dirait presque le genre de composition que je pouvais faire au conservatoire, à vrai dire. Sauf que là, c'était pas vraiment ça. J'étais simplement en train de faire du marteau-piqueur, de la scie circulaire. Pour la petite histoire, on était en train de découper des pavés pour faire des jeux dans une petite école. Et je me suis très vite rendu compte de l'effet très négatif que les bruits avaient sur moi, particulièrement sur mon sommeil. Je dormais très très mal, j'avais un niveau d'anxiété toute la journée qui était maximal, et ce qui m'attristait, c'était que moi, j'avais eu une éducation par rapport à mon audition et je savais comment la protéger, et ce qui n'était absolument pas le cas des personnes qui travaillaient avec moi et qui me regardaient en mettant des bouchons dans mes oreilles en rigolant un petit peu. Mais tous ces sons qui nous entourent, et qui nous entouraient en tout cas pendant cette expérience de chantier, ils nous étaient néanmoins utiles. Parce que lorsqu'on est en train de découper une pierre, on se rend compte au son de la disqueuse si on va trop vite, si on va pas assez vite. Tous ces sons ont une importance cruciale. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai perçu l'effet sur mon corps, je me suis posé la question de la transformation potentielle de ces sons, mais qui nous sont utiles. Comment on pouvait apaiser notre environnement sonore tout en conservant du sens. En 2013, j'ai eu la chance, avec mon associé, de travailler sur un projet de sonification des véhicules électriques. Les véhicules électriques, hybrides, sont silencieux par nature en dessous d'une certaine vitesse. Imaginez seulement une seconde. Une masse d'une tonne projetée à 30 km/h qui vous fonce dans les jambes. Qu'est-ce que ça fait à votre avis? Ça fait mal. Et donc, dès les années 2000, quand les premiers véhicules électriques sont arrivés aux États-Unis, en tout cas sur les routes publiques, on a des associations de malvoyants qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, nous on se repère à l'oreille. » Et en dessous de 30 km/h, on n'entend rien du tout. C'est très intéressant parce que
d'un côté, on a tout un historique sur les véhicules à combustion qui font du bruit. On va avoir des niveaux sonores qui vont enfin pouvoir s'apaiser dans l'espace urbain, mais non, on doit rajouter du son. C'est quelque chose qui est très très intéressant, puisqu'on est à la fois dans un danger potentiel apporté par une nouvelle technologie et dans un besoin de rajouter du son. Et quand je parle de danger potentiel, je ne parle pas forcément de la percussion avec la voiture, je parle plutôt des dangers liés au bruit, et notamment pensez à ces personnes qui vivent près d'une route. Vous le savez peut-être, mais des sons, lorsque vous dormez, qui sont à plus de 35 décibels, c'est-à-dire à peine plus forts qu'une petite conversation comme ça, du bout des lèvres, ça va directement influencer votre pression sanguine. Et vous allez donc augmenter le risque potentiel de faire des crises cardiaques. Des sons de plus de 35 décibels pendant votre sommeil. Il y a quelque chose aussi, un autre chiffre qui m'interpelle, mais qui est lié, encore une fois, à l'effet, je dirais, très perfide des bruits. Parce que les bruits, encore une donnée très intéressante, mais vont faciliter la création d'endorphines, de noradrénaline et de cortisol, les hormones du stress. Et donc, naturellement, les bruits vont, je dirais, influencer la pression sanguine et favoriser les crises cardiaques. Et donc, comment on peut s'en protéger? C'est très, très compliqué. Alors, on a trouvé une solution assez simple, néanmoins très mauvaise. C'est de se protéger, de s'isoler en tout cas, avec des bulles de silence individuelles. Et donc, on met un casque sur ses oreilles et on met la musique à fond. Il faut savoir que l'OMS estime à plus de 1,1 milliard le nombre de personnes entre 12 et 35 ans qui est en position de risque d'audition, de problèmes d'audition anticipés. Et c'est un chiffre qui est énorme, mais simplement par manque de pédagogie, mais aussi parce que tous les sons qui nous entourent n'ont jamais été vraiment travaillés jusque-là. Une question qui m'interpelle, c'est comment travailler ces sons? Comment faire? Quelles questions il faut se poser? La première question, c'est est-ce que ces sons sont utiles? Est-ce qu'ils nous donnent des informations dont on a besoin? Si la réponse est oui, on peut passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est celle qui, à mon sens, est très importante, c'est celle de l'esthétique. Il faut essayer de créer des sons qui soient utiles, certes, mais qui, en plus, vont être dans des enveloppes agréables. On a la chance, nous humains en tout cas, d'avoir des capacités de détection des textures, des couleurs, des odeurs, et notamment des sons, qui est énorme. On est capable de distinguer l'infiniment petit en termes de sensations. Et donc, il faut continuer à jouer avec ça. Il faut absolument continuer à jouer avec ça, plutôt que de travailler avec des sinusoïdes. Bip. Ces sinusoïdes, on les entend pour tout et n'importe quoi. Je travaille essentiellement dans l'automobile, et je peux vous dire que peu importe la marque de voiture, vous allez toujours retrouver ces bip pour toutes les fonctionnalités, peu importe la marque. Il y a donc toute une éducation à refaire sur cette dimension. Une dimension également qui m'intéresse particulièrement, et vous l'aurez compris, c'est celle de l'humain. La dimension humaine est au cœur de mes recherches et au cœur de ma pensée. J'ai eu la chance de travailler avec des malvoyants sur leur orientation dans des villes qui leur sont inconnues, parce que c'est une vraie problématique. J'ai pu travailler également avec des personnes atteintes d'Alzheimer. J'ai compris que tous ces sons leur étaient extrêmement utiles et que donc, essayer de les supprimer au maximum n'avait plus vraiment grand sens. Une expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est celle des hôpitaux. Vous avez tous, peut-être, eu ce malheur, je dirais, d'aller dans les hôpitaux, de détecter tous les sons qui peuvent vous déranger à l'intérieur des salles d'opération, à l'intérieur des salles d'urgence, le respirateur, tous les petits bip, bip, bip des machines. J'aimerais simplement peut-être vous rafraîchir la mémoire. Si vous entendez ça alors que vous êtes branché, simplement perfusé, vous avez peut-être un peu l'impression de mourir. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Pour le médecin, il peut tout simplement s'agir d'un retour, d'un biofeedback, comme on dit, d'un retour sur une donnée particulière. Aujourd'hui, je travaille avec un hôpital parisien sur une salle de préopération en chirurgie orthopédique. Cette salle est particulièrement affreuse. Elle est en sous-sol, vous avez un design inexistant, j'ose même pas dire que c'est du design, c'est du béton un petit peu écaillé, avec de la peinture écaillée un petit peu partout.
Et surtout, on a la chance, quand on attend sa propre opération, d'entendre l'opération qui se déroule juste à côté. Sauf qu'en chirurgie orthopédique, on ne va pas faire des petites injections comme ça. C'est plutôt le marteau, le burin, la scie circulaire. Donc vous imaginez un petit peu la charge mentale qui monte comme ça un petit peu avant l'opération. Et donc on travaille sur des ambiances sonores pour apaiser les patients avant cette opération. Mais finalement, c'est quasiment impossible. Parce que l'humain va synthétiser toutes les émotions qu'il détecte à un instant T. C'est-à-dire que ce qu'il va percevoir avec ses yeux, avec ses mains, avec la langue et avec les oreilles vont créer une émotion unique. Et si tous les sens ne sont pas, je dirais, excités dans une même direction, vous allez créer ce qu'on appelle un bug perceptuel, une distorsion émotionnelle. Alors autant vous dire que cette ambiance sonore, aussi agréable soit-elle, est quasiment impossible à faire transparaître comme telle auprès du patient, tant l'environnement général est désagréable. Donc pour reprendre un petit peu les termes de Julian Treasure, dans une précédente conférence, il disait que les architectes devraient penser un petit peu plus avec leurs oreilles. Et moi, j'aimerais tout simplement généraliser et faire un appel à tous les créateurs, les ingénieurs, les designers, les chercheurs, à pousser derrière les financeurs, car finalement, tout se fait aussi avec de l'argent, mais à pousser à réfléchir un petit peu plus avec l'humain au centre de nos préoccupations et à penser un petit peu plus avec nos oreilles pour apaiser nos environnements sonores et donner du sens au son. Merci à vous.